Hey, comment ça va? Moi, ça va. Ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais y a pas grand monde dans les rues. Du coup, on se mate des films sur Netflix. Et plus récemment, je suis tombé sur un vieux film de mon enfance. Vous devez sans doute tous connaître Charlie à la chocolaterie, non? Bon, dans le doute, je vais vous la faire simple. Ou je vais dire des trucs simples. Charlie à la chocolaterie, au départ, un livre, Charlie and the Chocolate Factory, qui est écrit en 1964 par Roald Dahl, un Britannique. Et autant dire que ce livre, à l'apparence simple, Basique. pour les enfants, a cartonné, près de 13 millions de ventes, et a été traduit avec 32 langues différentes. Charlie à la chocolaterie de Tim Burton est la seconde adaptation cinématographique de l'œuvre. En 1971, Mel Stuart signait son Willy Wonka et la chocolaterie avec Jane Wilder dans le rôle de Willy Wonka et Peter Ostrum dans celui de Charlie Bucket. A noter que ce film signe aussi la 5e collaboration de Tim Burton avec Johnny Depp. Après Edouard aux mains d'argent en 1990, Ed Wood en 1994, Sleepy Hollow et la légende du cavalier sans tête en 1999, ainsi que dans Les Noces funèbres, le film d'animation où l'acteur prête sa voix au personnage principal. Bon alors vous allez me dire, ok, t'as toujours pas raconté de quoi ça parlait, mais on va pas se mentir, on a tous vu le film, non? Enfin, fais pas ton feignant, il y a sûrement des enfants qui l'ont jamais vu. Ok, explique. Charlie à la chocolaterie raconte l'histoire de Charlie Bucket, jeune garçon pauvre qui vit avec ses parents et ses 4 grands-parents dans une petite maison en Angleterre. Dans cette ville, une immense usine fermée depuis des années se remet soudainement en marche. Le chocolatier Willy Wonka annonce au monde entier qu'il fera visiter son usine aux 5 enfants qui trouveront un ticket d'or dans les tablettes de chocolat Wonka et que l'un d'entre eux obtiendra un prix inestimable à la fin de la visite. Ce coup marketing n'empêche. Alors que 4 enfants obtiendront leur ticket et que les chances semblent nulles, Charlie obtiendra son ticket d'or et visitera l'usine de l'excentrique chocolatier, qui réserve de nombreuses surprises aux différents enfants. Et aussi étonnant soit-il, en revoyant ce film et en m'intéressant aux nombreuses infos trouvées sur le net, j'ai commencé à penser à des théories plutôt intéressantes. Alors bienvenue à tous dans un 5 théories, et cette fois-ci sur Charlie et la chocolaterie. Alors, pour commencer, cette première théorie ne va sans doute étonner personne parmi vous, tant bien les indices sont présents dans l'œuvre. Déjà, on peut évoquer l'introduction du film de Tim Burton, qui dure 4 minutes. Comme on le voit à l'image, déjà qu'on peut noter un certain abus de la modélisation 3D, mais surtout tout le côté industriel et mécanique de la conception du chocolat. Le travail à la chaîne est très évoqué, notamment lorsque le père de Charlie se fait virer, ou encore quand le père de Veruca exploite ses salariés pour son bien personnel. De plus, cette sensation d'exploitation est présente dans une information que vous ignorez peut-être, mais à l'origine, les Oompa Loompa auraient dû être noirs et venir d'Afrique. Oui, vous savez les petites personnes qui chantent dans le film et qui vénèrent les fèves de cacao. Eh bien sachez que Roald Dahl a été censuré lors de sa première parution. Sans doute que c'était la goutte d'eau par rapport à tous les autres clichés. D'ailleurs, en parlant de clichés, on a quelques préjugés sur les différents pays présentés, entre Allemagne, Angleterre et États-Unis. Mais aussi un petit pic placé sur la Russie, avec l'enfant qui a falsifié un ticket d'or, ce qui peut rappeler la rivalité entre les USA et l'URSS. D'ailleurs, si on pousse cette idée, les espions qui volent les idées de Wonka peuvent faire penser aux espions de la guerre froide, mais plus précisément au passage de la course à l'espace, où les deux pays s'attirèrent dans les pattes. Toute cette vision de l'industrialisation pour son propre plaisir personnel nous fait penser à ces deux pays. La thèse du capitalisme est peut-être bel et bien présente dans cette œuvre. Ah, j'allais oublier, une anecdote qui m'a beaucoup plu. Vous savez que le premier film de 71 a été financé par la marque de céréales Quaker Oats. D'où le titre Willy Wonka à la chocolaterie au lieu de Charlie. Car en fait, la marque de céréales venait tout juste de sortir sa barre de chocolat, la Wonka Bar. Et si vous êtes bien attentif, dans le film de Tim Burton, on a une attaque sur les céréales. Donc, vous pouvez envoyer d'autres choses, comme un bol de céréales? Savez-vous ce que sont les céréales de petit déjeuner? Des petits copeaux de bois recourbés qu'on trouve dans les taqueries. Drôle d'attaque quand on sait que les tablettes de chocolat sur le tournage étaient toutes en bois. Là, on va aller chercher loin, donc préparez-vous bien. On peut observer chez Tim Burton un jeu avec les couleurs très réfléchies. Toute la ville est grise, blanche, noire, très terne. Tout semble pauvre et détruit. Les seules choses colorées sont les chocolats et l'intérieur de l'usine. Le fait que Willy Wonka laisse ouverte sa grille à quelques élus peut rappeler par exemple le jardin d'Éden ou le bateau de Noé si l'on considère également qu'il ne veut qu'un enfant et pas d'adulte, et ainsi que son désir d'avoir un successeur. De plus, on a la présence des 7 péchés capitaux. Charlie qui serait l'envie, McTeevee serait la colère, Grand-père Joe la paresse, Augustus... Alors, c'est un peu brutal, vous pensez pas? Je pensais plutôt à la gourmandise.
et Veruca l'avarice, tandis que Violette l'orgueil, et sa mère serait la luxure. Ce sera mis au montage. Non. Pour Veruca, il n'y a que dans la version de 71 que c'est différent, car elle amène davantage l'image de la luxure avec l'épisode des Snoozberries. Lick an orange, it tastes like an orange. Lick a pineapple, it tastes like a pineapple. Go ahead, try it. I got a plum. Grandpa, this banana's fantastic. It tastes so real. Try some more. The strawberries taste like strawberries. The snozberries taste like snozberries. Snozzberries? Who ever heard of a snozzberry? Et là, vous nous direz, mais qu'est-ce que c'est un snoozberry? Et là, on vous répondra, un néologisme provenant du roman de Roald Dahl, Mon oncle Oswald de 79. Et ça représente tout bonnement, le sexe masculin. Mais bref, revenons-en à notre mythologie un peu plus prude. Willy Wonka semble avoir tout prévu de A à Z, et il prévient chaque enfant avant qu'il arrive quelque chose. Comme Dieu interdit de manger le fruit défendu. De plus, le gagnant peut voler dans un ascenseur en verre, survoler la ville et avoir une vue d'ensemble sur celle-ci. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Bon, du coup, cette fois-ci, on va à l'inverse de ce qu'on a dit précédemment. Mais si on regarde dans le film sorti en 1971, le passage qu'emprunte Willy Wonka accompagné des enfants et de leurs parents à bord du bateau nous fait penser à la traversée de la rivière Styx, la fameuse frontière entre la Terre et les enfers. D'ailleurs, Wonka parle des feux de l'enfer, alors que chez Tim Burton, le bateau ressemble à un drakkar nordique, voire même au vieux drakkar grec. D'ailleurs, cette scène est la transition entre le jardin paradisiaque, avec tous les décors comestibles, et suite à cette balade en bateau, on se retrouve tout en bas de l'usine, nez à nez avec les Wumpa Lumpa qui fouettent une vache. Alors certes, la blague de la crème fouettée est bonne, mais que voyons-nous exactement? Des petits êtres vêtus de rouge qui fouettent un être vivant sans défense, Willy Wonka riant face à cette scène. De plus, la scène des pantins qui chantent et prennent finalement feu à l'entrée de l'usine pourrait nous faire penser que justement, c'est la mort de l'enfance. Les enfants vont dans les enfers. Est-ce que la chocolaterie est-elle vraiment la métaphore de l'enfer comme le décrit Dante dans sa Divine Comédie? Étrangement, oui. En effet, comme le dit Dante, tous les enfants qui y entrent seront punis. Autre point de ressemblance, les Wumpa Lumpa. Déjà que l'on vient de les montrer comme des diablotins persécutant une âme en souffrance, mais eux aussi ressemblent aux séraphins dans la version de 71, le plus haut grade des anges. Et comme eux, les Wumpa Lumpa par leur chanson, et ont le visage doré, orangé. On est donc en droit de se demander si Charlie hérite de l'usine de chocolat dans l'unique but de faire de lui le nouveau Satan. On vient juste de parler des enfers, et pour cette quatrième théorie, je vous propose qu'on reste un peu dans le glauque quelques instants. Vous voyez le père de Willy Wonka dans la version de Tim Burton? Mais si... Le dentiste, Dr Wonka, il n'existe que dans cette œuvre. Dans la version 71, et dans le roman, il n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, semble-t-il qu'il soit décédé durant l'enfance de Willy. Car si l'on observe bien les scènes où il est présent, on peut vite ressentir quelque chose de dramatique. Lorsque Willy part, son père lui dit « Vas-y, mais je ne serai plus là quand tu reviendras !» Et en effet, à peine Willy revient après être parti, il y a un immense trou à la place de l'immeuble de son père, et un terrible orage. Cette scène fait directement froid dans le dos et cinématographiquement parlant, elle semble très explicite d'un deuil. Et ce deuil est représenté en 5 étapes. La première étape que l'on vient de citer est le choc, le déni. Il est tant choqué par la disparition de son père qu'il s'invente toute une scène où il le revoit. D'ailleurs, c'est cette scène qui m'a permis de me plancher sur cette théorie, car lorsque l'ascenseur de verre se pose, on a une scène entièrement blanche. La seule chose représentée à l'écran est le morceau d'immeuble qui manquait au départ de Willy. Cette scène ressemble à une rédemption, car c'est Charlie qui le pousse à y aller. Lorsqu'ils arrivent, le père est totalement vêtu de blanc et n'a pas pris une ride, tandis que Willy Wonka a bel et bien vieilli, et est adulte maintenant. Cette scène est très intéressante et fait donc office de déni. La colère est aussi présentée chez Wonka. On ressent une haine palpable envers les parents, mais aussi et surtout envers McTeavy, qui est un enfant très mature, limite adulte, doté de raison et de logique, tandis que Wonka est un adulte enfant, plutôt rêveur. D'ailleurs, lors d'un de leurs conflits, Willy entendra la voix de son père, et ce qui le mène dans une profonde déprime. Cette dépression est la troisième étape et est représentée par tous les flashbacks, ainsi que le côté ermite et palo de Wonka, qui ne sort plus de son usine. La quatrième étape est la scène où il pense revoir son père avec Charlie. On la nomme la négociation. Elle est d'ailleurs représentée par la négociation entre Charlie et Willy,
l'un voulant l'autre comme successeur, et cet autre refusant s'il n'y a pas sa famille. C'est cette négociation qui pousse Willy à voir son père. Et enfin, l'acceptation, lorsqu'il prend son père dans les bras, comme une forme d'adieu inexplicite. Ce film aurait une toute autre dimension avec cette vision. Surtout qu'il y a un détail qui peut pousser à confirmer cette théorie. Tim Burton, tu savais qu'il a proposé à Roald Dahl de produire ce film en 1980. Ok. Et l'écrivain, il a refusé, genre directement. Il est pas mal, mon... À ce moment-là, Burton avait écrit l'entièreté de son scénario et n'a rien changé jusqu'en 2005. Alors là, vous me direz, mais pourquoi cette information? Eh bien, en 1979, soit un an avant la proposition, Tim Burton venait de perdre sa mère. Et on peut penser, en vue des nombreuses allusions au fait que Willy Wonka et son chocolat seraient un miroir de Tim Burton et ses films, on peut donc supposer que ce dentiste n'est autre qu'un dernier au revoir à Madame Burton. Alors là, vous allez me rire au nez, mais vous plaignez pas parce que j'aurais très bien pu faire une théorie pour dire que le rôle de Willy Wonka avait été conçu pour Michael Jackson, mais que ça a été impossible à cause des polémiques liées au chanteur. Ah bah si en fait. Non mais c'est marrant. Donc cette théorie ne vient absolument pas de moi, et je n'y ai pas du tout cru au début. Mais en y réfléchissant et en cherchant d'autres idées, elle m'a semblé totalement cohérente. C'est pas mal, ça correspond bien à mon style, non? Je préférais la première. Ah, ok, attends. Tout d'abord, il faut savoir que J.K. Rowling, la maman de Harry Potter, a avoué avoir été une grande fan de Charlie et Chocolaterie, et de s'en être inspiré grandement. Après, vu qu'on ne sait rien du passé de Wonka, on peut supposer qu'après les événements d'Harry Potter, George aurait utilisé un retourneur du temps pour retourner dans le passé et commencer une nouvelle vie sous une nouvelle identité. La chocolaterie ferait office de suite au magasin de farce et attrape qu'il a ouvert avec son frère Fred. Weasley, farce pour sorcier facétieux. Certains bonbons des frères Weasley ressemblent à ceux de Willy Wonka, comme le bonbon qui permet de délivrer un repas complet en fondant dans la bouche par exemple. On peut ajouter que les deux hommes ont le sens du style et s'habillent de façon similaire, même si pour ça je ne suis pas totalement d'accord. Mais en revanche, Willy Wonka a des problèmes à l'oreille droite dans le film de 71. Exactement la même oreille que George a perdue pendant la bataille de Poudlard. Il a très bien pu utiliser une oreille à rallonge comme prothèse. D'ailleurs, l'idée a été maintenue vu qu'il a du mal à entendre dans le film de Tim Burton. On ne connaît pas les origines des Oompa Loompa, mais il pourrait très bien être un type de créature présente dans l'univers magique d'Harry Potter. Car comme l'atteste le père de McTeevee, Importé directement de l'Oompaland. Cet endroit n'existe pas. Pardon? Monsieur Wonka, j'enseigne la géographie dans un collège et je peux... Bon, alors vous saurez tout sur ce pays et oh, quel horrible endroit ça peut être. Tout comme Poudlard, enfin je dis ça, je dis rien. Désolé Pottermore. L'argument le plus fort est le fait que le bureau de Willy Wonka est coupé en deux, comme tous les objets présents dans la pièce. C'est un hommage à son frère décédé, car sans Fred, George est comme un demi-homme. Autre détail que j'ai pu remarquer, c'est l'opposition entre Wonka et McTeevee. L'enfant est persuadé que la technologie et la science sont les vérités absolues et que l'innovation bâtisse ce monde. A l'inverse, Wonka semble totalement crédule et croire en la féerie, même à la magie. Une sorte d'opposition entre science-fiction et merveilleux. Il dira d'ailleurs de nombreuses fois à McTeevee que c'est un marmonneur et qu'il ne veut pas l'entendre dire des âneries. Il refuse tout débat avec lui. Lorsque McTeevee lui dira qu'il ne se rend pas compte de l'avancée technique qu'il a mis au point avec son téléporteur, Wonka semble totalement indifférent, comme si cela ne le surprenait pas. Sans doute car cette forme de téléporteur n'est rien à côté du porte au loin ou même une sorte de transplanage. On peut donc dire qu'en réalité Willy Wonka ne cherche pas vraiment un héritier mais plutôt quelqu'un pour remplacer son frère mort. En plus, à la fin du film de Tim Burton, Willy et Charlie sont comme des frères aux yeux de la mère. Et puis, Charlie correspond aux valeurs de la famille Weasley qui n'aime pas du tout les gens riches, stupides et cruels. Et si on part de là, alors Bellatrix c'est la descendante de Charlie? Attends. Mais si l'on continue sur cette voie, ce rapport à la magie n'est présent que dans l'usine. Le palais en chocolat que Wonka crée en dehors de son usine, il fond, il n'est pas éternel. Un peu comme dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Tout se passe dans le pays imaginaire, mais rien ne dure dans la vraie vie. D'ailleurs, le lapin blanc et le chat de Cheshire, obligés de retourner dans leur monde. De plus, l'entrée dans l'usine fait réellement penser à Alice au pays des merveilles. Une toute petite porte qui mène dans un monde merveilleux et géant. Et puis, soyons honnêtes, Johnny Depp qui joue les rôles de Wonka et du Chapelier Fou, un style quasi identique, surtout au niveau de la pâleur et du chapeau, le côté dérangé des deux personnages. Et puis, le chapelier il est roux, non? Comme... Attends, la suite? Les Weasley! Ouais. Le non-anniversaire peut justement montrer un manque du personnage qui ne fête plus son anniversaire avec son frère et ses parents, maintenant. Et puis vu qu'il a remonté dans le temps et changé la chronologie,
Du coup, il s'invente un anniversaire puisqu'il perd la notion du temps. En plus, les 3 personnages sont britanniques. Alors ça, si c'est pas un argument constructif. George serait donc revenu dans le temps pour devenir le chapelier fou, puis a décidé de créer son pays imaginaire dans l'usine de chocolat. Ou chocolat chaud du matin a remplacé le petit thé du non-anniversaire. Bref, vous l'aurez compris, plein de belles théories sont possibles sur un film vraiment sympathique. Et je ne sais pas vraiment si un jour on aura des réponses. Quoique... Allô Willy, comment tu vas? T'en as pensé quoi des théories? Hello. Not well in fact. One of my Oompa Loompa is everybody are on sick leave days. And maybe an epidemic in the factory. My Oompa can't even shave me and I have to walk alone. Maybe we will speak together another time. Bye. Oh, eh bien, j'ai jamais rien compris à la langue des Oompa Loompa, mais ça devait être super constructif, merci en tout cas. Bon les yétrés, avant de partir, je vous invite à vous abonner. À liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi à partager, c'est important. Ouais, carrément. Et d'ici là, je vous invite à dire dans les commentaires si vous pensez que ces théories sont crédibles. Et s'il y a d'autres sujets que vous voudriez qu'on aborde. Et CTRL X. Ok. Ok.